Merci bien pour l'invitation. C'est un grand plaisir de me retrouver ici à Lausanne. Je vais commencer par quelques points sur le racisme, notamment sur le rôle du racisme dans la production d'espace, et aussi bien les liens contradictoires entre ségrégation et contrôle racial. Ces points vont aboutir à l'argument principal qui est de proposer que la déségrégation est une condition insuffisante dans les luttes pour l'émancipation sociale et la libération du joug de l'oppression raciale. Cette thèse s'impose depuis quelque temps, notamment à cause du fait que la ségrégation, comme par exemple les stratégies de mixité sociale, se retrouvent dans l'arsenal des stratégies d'intervention étatique. Mes commentaires aujourd'hui s'inscrivent dans les pistes de recherche plus larges, des pistes que je poursuis depuis un peu de temps avec mon collègue Kanishka Kunewardena, qui se trouve à l'Université de Toronto. Des pistes de recherche sur d'abord les liens entre le marxisme urbain et les traditions décoloniales, et deuxièmement, un projet de recherche comparé qui porte sur la rénovation urbaine du logement social à Toronto et à Paris. Alors, pour commencer, 3 points sur le racisme. Des points plutôt basiques, plutôt essentiels. Premier point. Suivant Frantz Fanon, le racisme est un phénomène mondial. Il n'est pas la propriété des nations-États, mais se développe dans les espaces intra- et inter-impériaux. Même si le racisme prend des formes évidemment particulières aux échelles nationales, continentales, régionales, locales même, ces formes font partie de réseaux institutionnels, économiques et politiques qui sont proprement internationales ou transnationales. Les analyses de Fanon lui-même, par exemple, sur les formes de racisme et de racisation distinctes en Martinique, en France, en Algérie, aux États-Unis, ces analyses se développent eux-mêmes à l'intérieur des réseaux décoloniaux et anti-impérialistes de l'Atlantique noir et des réseaux qui amèneraient à la formation de l'international tricontinental. Deuxième point sur le racisme. Dans le monde moderne, dont il est le produit, le racisme exerce une influence structurante sur les relations d'exploitation et de domination du capitalisme. Fanon lui-même décrit cet aspect double du racisme, ça veut dire comme produit et comme producteur des rapports sociaux. Il décrit cet aspect double du racisme lorsqu'il le nomme comme une modalité d'hiérarchisation systématisée. Dans ce contexte, et tenant compte des recherches historiques qui se déroulent depuis des décennies sur les liens entre la formation du capitalisme, le colonialisme, l'esclavage et la formation des États-nations, il serait donc faux de traiter le racisme comme antagonisme secondaire ou même comme un type de comportement individuel préjugé ou haineux. Troisième point sur le racisme, et là j'arrive à la question d'espace. Le racisme constitue une forme d'organisation spatiale. Cela aussi, on apprend de Fanon, chez qui le racisme est décrit comme une relation spatiale contradictoire. Par exemple, dans l'expérience vécue du noir, Fanon décrit comment le langage du corps, la gestuelle, un regard au coin d'une rue ou sur le trottoir peuvent racialiser en marquant une distance spatiale et symbolique.
L'un des résultats d'une telle distanciation spatiale est de faire éprouver une expérience d'immobilisation obtenue non pas par la ségrégation stricte, mais par un régime de visibilité qui emprisonne les objets de la racialisation dans leur corps mouvant et qui rend leur anonymat impossible. Deuxièmement, dans l'Algérie se dévoile, par exemple, ou bien sûr dans Les damnés de la Terre, Fanon lit son observation du racisme comme confinement corporel, en particulier le double confinement de la femme algérienne, la ségrégation spatiale racialisée dans les villes coloniales et par les stratégies d'aménagement. Par ces stratégies, la relation sociale coloniale assume un caractère particulièrement ossifié, mimant les rapports de caste. Pour répondre à ces deux aspects de racialisation, Fanon affirme que la décolonisation doit s'approprier l'espace-temps colonial. Il discute ce point selon une double relation. D'une part, les façons par lesquelles les femmes révolutionnaires réapprennent leurs relations corporelles à la ville et à la rue en traversant la double frontière entre ville européenne et ville indigène et entre domaines publics et privés. Ça, évidemment, c'est sa description de l'insurrection à Alger en 1957. D'autre part, Fanon met l'accent sur les processus par lesquels les mouvements de libération nationale transforment idéalement, pas forcément et pas toujours, mais idéalement, les frontières coloniales entre villes et campagnes par des alliances organiques entre paysans et habitants des bidonvilles. Donc, pour conclure, pour Fanon, un futur sans race est donc impossible sans lutte pour défaire les formes spatiales dans lesquelles les sujets coloniaux sont figés en termes raciaux. Depuis une bonne génération, les observations de Fanon et ceux de ses contemporains, par exemple comme les analyses de Du Bois, ces analyses se sont rejointes par des chercheurs qui se concentrent sur les aspects géographiques et urbains du racisme. Pour vous donner seulement un exemple très récent, je vous signale le dernier livre de George Lipsitz, qui est intitulé « How Racism Takes Place », qui vient d'être publié en 2011, où Lipsitz souligne encore une fois les processus à travers lesquels le racisme s'installe dans l'espace. Dans ce contexte, on comprend bien que la ségrégation territoriale est une forme historique essentielle pour le contrôle social et racial des populations. Mais, pour qualifier, comme le souligne Carl Nightingale dans son bouquin tout neuf, il s'appelle Segregation, a Global History, l'histoire de la ségrégation raciale n'est pas strictement nationale. Contre la grande majorité des recherches sociologiques de ségrégation, par exemple aux États-Unis, mais aussi en France, Nightingale montre comment la ségrégation rejoint d'autres pratiques coloniales et néocoloniales et s'inscrit dans une histoire mondiale qui est établie par les réseaux intellectuels, administratifs et économiques à l'intérieur et à travers les empires. Il démontre cela clairement avec les exemples tirés des empires hollandais, britanniques, français, aussi bien que les exemples venant des colonies de peuplement blanc en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et en Australie. En même temps, Carl Nightingale, dans le même livre, montre que la ségrégation raciale est une forme de contrôle partiel et contradictoire.
depuis la fin du XVIIIe siècle, notamment dans le Kolkata géré par les colonisateurs britanniques, de formes de ségrégation plus anciennes sont dédoublées par des formes de séparation explicitement raciale. Avec la marchandisation des rapports sociaux sous le capitalisme, ces formes de ségrégation raciale sont souvent liées aux formes de propriété privée et des marchés immobiliers. Et c'est le cas avant tout dans les colonies de peuplement blanc. Dans ce contexte, le lien entre propriété privée et race donne une force particulièrement féroce à la ségrégation, mais il est aussi une source de fragilité pour le contrôle racial. Un contrôle racial qui est obligé de répondre aux flux et aux tendances cycliques qui influencent les investissements dans le secteur immobilier. Finalement, Nightingale nous montre aussi, plutôt en passant, il faut le dire, que la ségrégation n'est pas du tout la seule façon d'organiser l'espace racialisé. L'exemple qu'il fait porte sur l'esclavage, notamment l'esclavage au sud des États-Unis, où, en fait, la proximité et non la distance spatiale était considérée la meilleure façon d'organiser les rapports de domination entre esclavagistes et esclaves. Dans ce contexte-là, la formation de communautés d'esclaves concentrées et séparées était considérée politiquement extrêmement dangereuse, dans le sens qu'elle pourrait faciliter la solidarité et l'auto-organisation des esclaves eux-mêmes. J'ajoute un autre exemple, qui ne vient pas de Nightingale, l'exemple de la gestion coloniale des populations autochtones en Amérique du Nord, notamment au Canada. Là aussi, on peut noter que la ségrégation légale et spatiale des populations autochtones, par exemple au Canada, avec le système des réserves qui sont établies dans le XIXe siècle, ces stratégies de ségrégation étaient souvent combinées avec des stratégies d'assimilation et en fait étaient souvent subordonnées à des stratégies d'assimilation qui, de la perspective de l'État britannique et puis canadien, amènerait à la disparition de l'autochtone même. Et cela par plusieurs moyens. D'abord par une espèce de génocide culturel, qui inclut les activités missionnaires chrétiens, le vol systématique d'enfants autochtones, et la réduction lente mais systématique du nombre d'autochtones qui ont le statut légal d'indigènes. Une autre stratégie d'assimilisation poursuivie depuis un siècle et demi, c'est une stratégie de, entre guillemets, civilisation graduelle à travers l'intégration des autochtones dans les marchés du travail. Et troisièmement, la troisième stratégie qui n'a pas vraiment commencé, c'est la stratégie d'introduire la propriété privée aux réserves autochtones. Une stratégie qui est ancienne, mais qui est renouvelée à l'instant par le gouvernement Harper au Canada. Donc, dans ce cas-là, on voit très bien que la ségrégation n'est qu'une forme parmi d'autres du contrôle racial et social. Évidemment, dans ce contexte historique et comparé, la question suivante s'impose. Quel est le rapport entre déségrégation et émancipation? D'un côté, évidemment, la lutte contre les effets de ségrégation est parmi les plus importantes et plus connues des luttes contre les structures racisées du monde, des structures racisées du monde moderne. Je ne dois pas vous rappeler les efforts des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, pour qui la fin de la ségrégation légale, économique et spatiale était essentielle pour la lutte pour l'intégration des Afro-Américains dans tous les domaines de la vie américaine. Un autre exemple, aussi bien connu, et aussi des États-Unis, des années 60,
celui des panthères noires, complique les choses pourtant. Pour les panthères, la ghettoisation, la forme radicale de la ségrégation aux États-Unis, constituait une ressource et non seulement un obstacle pour l'émancipation révolutionnaire des peuples opprimés et colonisés. Pour Eldridge Cleaver, par exemple, un des intellectuels les plus importants des panthères, il considérait les ghettos afro-américains et comme des espaces d'autogestion locale et comme des éléments dans un archipelago mondial d'espaces de résistance contre le capitalisme impérialiste centré avant tout aux États-Unis. Donc voilà déjà, si on prend seulement l'exemple des États-Unis, on voit déjà que les luttes antiracistes ont des conceptions plutôt variées de l'importance de la déségrégation. Dans le monde colonial ou néocolonial, on retrouve des parallèles. Par exemple, au début des années post-apartheid en Afrique du Sud, le African National Congress de Nelson Mandela traitait la fin de la séparation raciale à tous les niveaux, légal, économique, résidentiel, d'ingrédients importants dans un projet pour une Afrique du Sud multiculturelle, ou, comme on le disait à l'époque, une nation arc-en-ciel. Alors là, un exemple qui, d'une certaine manière, parallèle l'exemple des droits civiques aux États-Unis, dans un autre contexte complètement différent, bien sûr. Fanon lui-même reprend la vision peut-être la plus radicale et la plus avancée des stratégies antiségrégationnelles, antiségrégation. Pour lui, la lutte contre le monde compartimenté des colonies, comme il le nommait, la lutte contre le monde compartimenté n'était ni une façon d'achever l'assimilisation, ça veut dire l'égalité au sein de l'Empire français, ni de promouvoir un univers parallèle indigène. C'était une façon de promouvoir l'appropriation, ça veut dire la transformation dialectique de l'espace-temps colonial par les mouvements anticoloniaux et autodéterminés. Dans ces quatre cas historiques que je viens de mentionner, on voit donc que la ségrégation peut se comprendre et comme un symbole et une force matérielle de l'ordre racial et comme une ressource nécessaire, même si problématique, pour les stratégies de résistance et de l'autogestion. Il y a ici, bien sûr, des parallèles importantes avec d'autres traditions révolutionnaires et radicales, notamment dans le mouvement ouvrier, la question des bastions rouges, bien connue en France, bien sûr, et aussi, un peu plus récemment, les débats autour du rôle des quartiers gays aux États-Unis, en Europe et ailleurs, dans les luttes contre l'ordre patriarcal et hétérosexiste. Aujourd'hui, bien sûr, on ne se trouve plus exactement dans le même monde, dans la même situation que dans les années 50, 60 et 70. La ségrégation, certes, reste une forme de domination cruciale, mais en même temps, la déségrégation se retrouve maintenant dans l'arsenal des politiques publiques, et cela en plusieurs formes. Par exemple, dans les stratégies de rénovation urbaine, sous le nom de diversité, de mixité sociale ou, comme on dit en Amérique du Nord, Mixed Income Planning. Ces stratégies de déségrégation officielles, comment on devrait les comprendre? D'une part, ils intègrent des éléments des luttes contre la ségrégation et contre l'urbanisme de l'après-guerre et des années 70, mais d'autre part, ces stratégies poursuivent des buts qui n'ont rien à voir avec l'émancipation. Et Anne nous a bien montré que c'est le cas. Et ces stratégies de déségrégation poursuivent des buts
autres, hein, par exemple la valorisation marchande du parc de logement social, la déstructuration des quartiers populaires par les stratégies de mixité sociale et le contrôle policier à travers la résidentialisation du bâti et de l'aménagement des quartiers. Ces stratégies, qui ont une composante racisée cruciale et importante, ont en fait l'effet de désorganiser les quartiers qui, notamment en France, en Angleterre et aux États-Unis, ont une histoire importante d'émeutes et de révoltes depuis bien plus d'une génération. Même si ces stratégies de déségrégation ne réussissent pas toujours, on voit bien qu'ils rejoignent des stratégies plus anciennes de promouvoir le contrôle social, non pas par la séparation géographique, mais la proximité spatiale de groupes et de classes sociales. Une proximité qui permettrait et la surveillance et la moralisation des classes et des races dangereuses. L'intégration de la déségrégation dans l'arsenal des politiques publiques nous rappelle la thèse de Fanon que le racisme et la racisation peuvent s'établir à travers une multiplicité de formes spatiales. Rien n'empêche que des rapports de proximité spatiale se mêlent avec des formes de micro-ségrégation et d'enfermement corporel produits par les gestes, les regards discriminatoires et les contrôles aux facies de la part des autorités. Alors, pour conclure la partie principale, pour parler avec Abdulmalik Simon, dans son livre City Life from Jakarta to Dakar, les distinctions, fractures et polarités marquantes de la vie urbaine actuelle n'ont plus besoin, ou plus forcément besoin, de distinctions territoriales. En revanche, les proximités territoriales, culturelles ne facilitent pas forcément la collaboration et la négociation. Pour conclure très vite, on pourrait donc dire que la déségrégation constitue une condition carrément insuffisante pour l'émancipation sociale, raciale, etc. Dans un contexte où la déségrégation s'offre comme une gestion étatique réelle, même si limitée et contradictoire, il s'impose une perspective dialectique des rapports entre déségrégation et transformation sociale. Dans cette perspective, la déségrégation constitue une stratégie potentielle et possible, parmi d'autres, d'appropriation d'espace pour les mouvements d'émancipation. Pour cela, il est peut-être important de reprendre une distinction faite par Christine Delphi dans un contexte de lutte féministe et antiraciste. La distinction entre la mixité non voulue, comme par exemple les stratégies de déségrégation imposées par les États, d'un côté, et de l'autre côté, la mixité voulue, qui ressortirait d'un choix démocratique pour s'établir comme priorité des mouvements populaires.